Épisode 483. Et comme chaque fois, je vais vous le dire, ça va être un bel épisode. Et il est 20h43. Je vous donne même l'heure en prime pour vous dire que, voilà, on enregistre de plus en plus tard. Épisode 483, l'épisode du 26 février 2025. Bonjour à tous les deux. Les chroniqueurs du jour sont Sébastien d'un côté, l'un des Sébastien. Ami du jour, bonjour. Et de l'autre côté, David, que l'on n'avait plus entendu depuis un certain temps, j'ai envie de dire, hein, toujours depuis la Thaïlande. Ouais. Il fait nuit, il fait chaud, j'imagine. Et on est le 27 ici. Et vous êtes déjà le 27, donc tu pourrais nous dire comment se termine l'épisode. Non, c'est idiot. On a un programme, comme toujours, hein, un peu chargé, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, que ce soit à notre chaîne YouTube, si vous préférez nous voir, si ce n'est pas le cas, via les applications de podcast que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous vous abonnez, comme ça, vous recevez nos futurs épisodes et hors-série dans votre application. Vous pouvez les écouter quand vous le voulez. Vous pouvez nous suivre également via notre infolettre. Pour la trouver, c'est très simple. Je vous donne qu'une seule adresse, et pour trouver tout d'ailleurs, lestechno.be. Et là, vous pouvez vous abonner à tout ce que vous voulez et laisser des commentaires également. Je pense que c'est assez clair, hein, et donc on ne va pas traîner. On va directement attaquer notre premier sujet. C'est un peu la nouvelle de la semaine, mais dans ce brouhaha d'informations, dans ce torrent d'informations qu'on a un peu partout, c'est passé un peu inaperçu finalement. Ça aurait fait un scandale monstrueux il y a pas 2 ans, ou pas 1 an même peut-être. Apple a cédé face au Royaume-Uni. Sébastien. Oui, Apple a décidé d'arrêter la protection avancée de données, le chiffrement de bout en bout. Je vais vous expliquer ce que c'est pour satisfaire une requête du gouvernement anglais. Alors le ADP, le Advanced Data Protection, dans les appareils iOS, iPadOS et les autres, c'est quoi? C'est du chiffrement bout en bout de vos données qui transitent par Apple ou qui sont stockées chez Apple sur iCloud. Donc en gros, vos e-messages, vos photos, vos fichiers si vous utilisez iCloud Drive. Quand vous activez cette fonctionnalité-là, il y a une clé de chiffrement qui est stockée de façon sécurisée sur votre téléphone, dans des enclaves sécurisées, c'est même pas dans la mémoire traditionnelle. Cette clé n'est accessible que par libération, par authentification avec votre empreinte biométrique, donc l'empreinte du doigt si vous utilisez Touch ID, ou le visage si vous utilisez Face ID. Et Apple n'a aucun moyen technique pour accéder à vos données en clair, puisque les données qui sont stockées chez eux elles arrivent chiffrées. Elles restent chiffrées, ils n'ont pas de clé de décodage. Alors c'est très bien pour nous, les consommateurs, ça met Apple dans sa posture habituelle de chevalier blanc de la privacy, en disant nous on n'exploite pas vos données, mais c'est très dérangeant pour les autorités les autorités comment on dit, law enforcement, qui font respecter l'ordre, la police, les services secrets et autres, qui veulent parfois accéder à des messages, parfois pour de façon tout à fait légitime, dans des enquêtes contre le terrorisme par exemple. Et donc la demande initiale du gouvernement anglais à Apple, c'était de faire une backdoor. Donc une backdoor, c'est quoi? C'est une porte dérobée en français. C'est en gros de prévoir une faille dans la méthode de chiffrement pour que si jamais un juge vient demander accès aux données, eh bien, il y ait un moyen technique d'aller chercher les données chiffrées avec la clé de l'utilisateur et quand même de les décoder, même si l'utilisateur n'est pas au courant. Apple a dit non, ça on ne fait pas parce que une backdoor, et tout le monde est d'accord là-dessus, tous les experts vont le dire, s'il y a une backdoor, quelqu'un va la trouver à un moment ou l'autre. Si Apple a un moyen de décoder, les méchants, ils vont trouver le moyen aussi, et toute la plateforme sera gratuite pour tous les utilisateurs. Bien sûr, c'est pour la raison pour laquelle ils avaient déjà résisté au FBI, excusez du peu, il y a quelques années, je me rappelle, ça avait fait aussi beaucoup de bruit, et Apple avait résisté, et avec eu gain de cause, en tout cas, publiquement, c'est ce qu'on nous a dit, oui.
Alors cette fois-ci, le Home Office, donc l'équivalent du ministère de l'Intérieur, donc qui s'occupe de la police, etc. en Angleterre, a utilisé une loi qui s'appelle Investigatory Powers Act (IPA), qui demande aux intermédiaires techniques, et Apple est intermédiaire technique, de quand même donner accès dans certains cadres juridiques extrêmement précis. Et la solution d'Apple pour éviter d'être banni du pays, parce que c'est ça le risque pour eux, c'est soit d'avoir une forte amende qui est un pourcentage du chiffre d'affaires mondial, soit dire voilà, vous pouvez pas vendre ces produits-là en Angleterre, ce qu'ils veulent pas se permettre, c'est de désactiver le Advanced Data Protection. Donc il n'y a plus de chiffrement bout en bout pour les utilisateurs anglais et uniquement pour eux. Donc c'est un comment dire, c'est un regrettable précédent. Parce que s'ils le font pour les Anglais, il y a de fortes chances que d'autres gouvernements vont sauter dessus, des gouvernements plus ou moins autoritaristes ou qui n'étaient pas mais qui le deviennent. Moi, je vois bien les États-Unis suivre, je vois bien l'Inde suivre, la Chine. Et peut-être des tas d'autres, peut-être la Chine également. Et donc finalement, il restera plus qu'un pays. Ouais, ceux qui ont suffisamment de poids. Je suis pas certain que si le Luxembourg ou la Belgique demandent à Apple, ça va être. Oui. Le Liechtenstein. Alors évidemment, il y a toutes les associations qui sont vent debout, les autres plateformes de messagerie comme WhatsApp, comme Signal, comme le truc français, Olvid, Proton en Suisse, qui disent « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, on va nous demander ça ». On ne veut pas faire des backdoors non plus. Il y a juste l'Electronic Frontier Foundation, l'ONG internationale qui est chargée de promouvoir la liberté des internautes, qui remettent le truc un peu dans le contexte. Ils ont un message un peu plus à mi-teinte comme ça, qui dit, je cite, la décision d'Apple de désactiver la fonctionnalité pour les utilisateurs britanniques pour bien être la seule réponse raisonnable à ce stade. C'est vrai qu'une backdoor, c'était pas raisonnable. Donc voilà, ça sent pas bon pour l'iPrivacy. Et puis surtout, je vais terminer par ça, mettre ça en relation avec une autre news qui est les françaises, qui date d'hier, 25 février. Il y a une proposition de loi à l'étude en France pour le moment pour lutter contre les narcotrafics, qui est un problème majeur et personne ne va discuter ça, qui va aussi obliger les messageries comme Olvid, comme Signal, comme WhatsApp et donc comme Apple à créer des backdoors. On sait que Apple va refuser. Ce projet de loi a été déjà adopté au Sénat, il doit encore être adopté à la Chambre, et pour le moment, il y a un article de ce projet de loi qui oblige les plateformes de messagerie à donner accès aux messages sur base de requêtes de la justice dans le contexte de la lutte contre les trafiquants. Ce projet de loi est terrible, il va plus loin, il oblige également les plateformes comme Android et iOS à donner accès à la caméra et au micro de certains téléphones, et donc d'installer officiellement, ça met un cadre légal finalement pour des logiciels comme Pegasus ou comme Paragon, dont on a déjà parlé il y a quelques années. Faire en fait ce qu'il faisait avant sur les lignes fixes, oui, bien sûr. Ou ce qu'il faisait déjà illégalement sur des téléphones, c'est donner un cadre légal. Alors là, de nouveau, toutes les associations sont vent debout, avec pétitions, etc. L'autre problème, c'est qu'on a déjà vu ces lois détournées, et une fois qu'elles sont là, elles sont étendues à tout groupe susceptible de commettre des infractions, et on sait qu'il y a des lois comme ça antiterrorisme qui ont été utilisées dans le contexte des gilets jaunes. Il y a 5 ans, les gilets jaunes, c'était en 2020, ce qui est assez inquiétant aussi. Donc je répète ce que j'ai dit après la news anglaise, après la news française maintenant, c'est un mauvais moment pour la vie privée, pour les gens qui n'ont rien fait. Oui, chaque fois on le dit, on le répète, on tourne un peu en rond, hein. En fait. Ouais, tous les mauvais sens à chaque fois. Tous les outils qui garantissent la vie privée des gens sont détournés par des gens qui eux s'en foutent, et voilà. Et puis ça donne des opportunités à celui qui veut légiférer de mettre un pied dans la porte. Donc on s'en sortira pas, à mon sens. Ça va un peu être compliqué. David, tu voulais rajouter un truc? Oui, comme tu dis, Seb, pour les gens qui n'ont rien fait, tu fais bien de le dire, parce qu'en fait, les grands criminels, rien ne les empêche d'avoir une couche d'encryption supplémentaire au-dessus et de se protéger, que ça soit la porte de devant qui soit ouverte ou qu'il y ait une backdoor.
Parce que là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert la porte de devant pour ne pas ouvrir une porte de derrière. Oui, c'est vrai que les grands criminels ont certainement d'autres outils que ceux-là pour communiquer. Quoique, on a vu qu'il y avait des dossiers qui avaient été ouverts justement parce que ces outils-là avaient été eux-mêmes ouverts au pied de biche, on va le dire, par la justice. Et puis dans le contexte du narcotrafic, il y a beaucoup de pieds nickelés aussi, hein, des petits pains, et enfin voilà, il n'y a pas que les grands cerveaux, et c'est contre eux qu'on veut lutter aussi. Mais oui, les geeks que nous sommes, on a d'autres solutions. On peut s'échanger des clés par Slack et puis utiliser d'autres solutions. Ça sera moins convenient, ça sera moins pratique, parce que c'est pas intégré dans les OS de la même façon. Ouais, enfin, on parle d'une langue ancienne qui n'est plus connue. Oui, par exemple. Alors, les geeks que nous sommes seraient bien embêtés aujourd'hui parce que Slack est en panne au moment où on se parle. Donc, il va falloir trouver autre chose. Ceci dit, je dois encore avoir l'application du serveur IRC sous la main. Je vais vous téléphoner. Changer une clé. Je oui, c'est ça. Je te l'envoie par la poste. Je vous passe un coup de téléphone pour vous donner mon adresse IP. Tout ça est très sécure, évidemment. On a fait le tour de cette question, mais à mon avis, elle reviendra sur la table. C'est un peu le serpent de mer, cette question, et donc on en reparlera certainement un jour. Monsieur GPU, monsieur carte graphique, c'est notre ami David. Il y a toujours un sujet, carte graphique, et en particulier Nvidia, souvent. Ici, tu nous parles de ce que tu considères être la catastrophe RTX 50, enfin, pas que toi, j'imagine, parce qu'il y a un souci avec la série 50 des RTX, pour le moment. Ah, il y a plus qu'un souci, il y a beaucoup de soucis. Donc, ils avaient annoncé au CES cette nouvelle génération de cartes graphiques qui était géniale et dont j'étais très friand, très motivé par cette série, qui devait sortir le 30 janvier, sauf que le 30 janvier, premièrement, c'était censé être disponible en grande quantité directement en quelques minutes, tous les stocks étaient épuisés, voire des stocks inexistants dans pas mal de pays. Je vais donner un exemple. En Thaïlande, il y a 0 RTX 5090 qui ont été disponibles. Et mon fournisseur, qui est le principal ici, m'a dit qu'il n'y en aurait pas avant le mois de juillet. Donc c'est génial. Ouais. Les 5070 non plus. Alors, il y a eu des soucis de driver, des cartes qui ont été briquées, des problèmes d'écran noir. Il y a eu d'autres soucis de driver qui ont été adressés encore cette semaine-ci sur ces cartes, que quasiment personne n'a. Ceux qui ont la chance d'en avoir ont des problèmes avec les connecteurs qui brûlent. On avait déjà vu ça sur la série précédente. Oui. Ils ont mis des senseurs de température sur certains connecteurs pour éviter que ça surchauffe, mais ça surchauffe quand même. Et quand c'est pas le connecteur qui brûle, t'as parfois un condensateur qui explose et qui fait brûler la carte. Donc ça, c'est assez génial. Pour rajouter la cerise sur le gâteau, là, depuis une semaine, c'est le scandale parce qu'il y a des ROP qui manquent. ROP, ce sont les unités de calcul de pixels. Et apparemment, Nvidia vient de dire que ça ne concernerait que 0,5% des cartes et que ça concernait que le die de la 5090, mais la 5080 et la 5070, dont certaines personnes ont réussi à avoir des exemplaires et qui viennent sortir la semaine dernière, sont aussi affectés. Ils disent oui, mais ça n'affecte que 5% des ROP. Mais bon, quand on voit qu'entre la 5070 et la 5070 Ti, la différence de performance est de 3%, 5%, ça fait beaucoup. Pour ceux qui ont la malchance d'avoir tiré le mauvais lot. Alors Nvidia dit oui, mais c'est pas grave. Si vous êtes dans le cas qu'il y a des ROP qui manquent, vous vous adressez à votre constructeur et vous demandez un remplacement. Sauf qu'évidemment, quand il y a 6 mois d'attente pour avoir déjà les cartes originelles, pour avoir un remplacement, c'est joyeux. Et cerise sur le gâteau, Physics, pour ceux qui connaissent, c'était une accélération physique sur les GPU Nvidia. Ils ont discrètement supprimé le Physics 32 bits, ce qui veut dire que des anciens jeux ou des anciennes applications qui tournaient très bien sur la génération précédente tourne 10 fois plus lentement sur la nouvelle génération. Et en fait, ce n'est pas que Physics 32 bits qu'ils ont supprimé, c'est CUDA 32 bits aussi, ce qui est beaucoup plus impactant parce que toutes les applications qui utilisaient CUDA 32 bits, il n'y a plus de CUDA 32 bits.
Donc c'est une sortie un peu catastrophique et un petit peu décevante. Oui, pour du matériel qui coûte combien? Ça coûte combien une carte quand on arrive à en avoir une? La 5090 était censée être à $2000 MSRP, 2300, $2400 chez les autres marques. Sauf que quand il n'y en a pas de disponibles, on les trouve au marché noir pour 2 à 3 fois le prix. Inflation, oui. Ouais. Voilà. C'est pas une bonne nouvelle. Ceci dit, il y a d'autres modèles de cartes qui fonctionnent bien. Ou pas. Ce qu'il y a, c'est que la génération 40 était déjà en rupture de stock pour les hauts modèles. Évidemment, il y en a plus. Tout ce qu'on trouve en 40-70, on trouve plus que des 40-70. Pas de 40-80 ni de 40-90. Donc, ceux qui ont eu de la chance d'avoir une 40-90 il y a 2-3 ans, ils sont contents de la garder. Alors évidemment, si vous achetez un ordinateur portable et qu'elle est dedans, elle est dedans. Hein. On va pas vous livrer un ordinateur sans carte graphique. Donc ça, c'est peut-être un avantage aussi. Mais voilà, et on le déconseille. Et à chaque fois, on le dit, n'achetez pas de carte de GPU d'occasion. On ne sait pas où ils ont tourné et combien de temps ils ont tourné. Et ça peut être aussi dommageable. Donc il vaut mieux attendre. Et pas se précipiter nécessairement. Il n'y a que toi qui les bouffe comme ça, les cartes graphiques. Hein. Ouais, tu fais quoi tout ça? Tu joues avec... il les mange avec des jeux 3G ou 3D ou tu mines du Bitcoin à longueur de nuit? Non, je mine pas. Je fais de l'AI, entre autres. Je touche pas mal de trucs d'AI, que ça soit génération d'images ou LLM et tout ça. Une 4090, ça tourne bien. J'en suis content. Voilà. Ben voilà, c'est vrai que des fois on veut suivre l'actualité technologique, c'est toujours le problème avec l'informatique. Hein. En gros, c'est toujours trop tard. Hein. Donc faut des fois un peu se poser, quoi. Ça va aller. Si vous avez eu ce genre de soucis chez vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez touché une carte RTX de la série 50 et que vous avez eu des soucis, n'hésitez pas à en parler. Et voilà. Comme ça, on saura qu'au moins, quelqu'un, dans nos connaissances, a été impacté. On passe à la suite. Alors ça, c'est pas une annonce qu'on fait tous les jours. Pas toutes les semaines, pas tous les mois, pas tous les ans. Microsoft annonce avoir créé un nouvel état de la matière. Je rappelle, l'état de la matière, c'est quoi? C'est liquide, solide, gazeux. Gazeux. Eh ben le quatrième. Non, le quatrième, c'est... allez, plasma. Je vais dire ça. Le plasma, oui, c'est ça. Donc ici, on parle d'un cinquième encore état de la matière, si je ne dis pas de bêtises. Non? J'ai titré un nouvel état de la matière, donc je... Oui, t'as bien fait. c'est moi qui... J'y vais tout seul comme un grand, si j'ai envie de m'emplafonner le truc. C'est comme ça, mais David a suivi. Donc, voilà. Si j'ai dit une bêtise, ne m'en veuillez Corrigez-nous. Oui, gentiment. Donc Microsoft, comme ça, ils annoncent de nouvelles avancées vers l'ordinateur quantique, l'air de rien, les doigts dans le nez, youpi, tralala. Ouais, c'est une annonce un peu fracassante de la part de Microsoft qui a fait réagir un peu toute la communauté scientifique. C'était la semaine passée, c'était le 19 février. La firme de Redmond, comme on dit qu'on ne veut pas répéter Microsoft, oui, a révélé avoir franchi une étape cruciale dans le développement des ordinateurs quantiques basés sur des qubits, cette fois-ci topologique. Donc c'est une espèce de pari technologique audacieux qui suscite d'un côté, dans les réactions que je lis, énormément d'enthousiasme et de l'autre beaucoup de scepticisme aussi, parce qu'il y a eu 2 publications en même temps pour appuyer cette annonce. Il y a une première qui est très scientifique, très prudente, c'est un article publié dans la revue scientifique Nature, qui c'est pas des rigolos en général, hein, et il y a du peer review, donc il y a des commentaires d'autres scientifiques. Et puis il y a eu un communiqué commercial qui lui est un peu plus audacieux, qui affirme que les ordinateurs quantiques seraient disponibles jusque dans quelques années, 4-5 ans, ils disent maintenant, alors que jusqu'à présent tout le monde parlait en décennies pour les ordinateurs quantiques utilisables. Alors pour comprendre l'ampleur de cette annonce, je crois qu'il faut revenir aux bases. Le qubit, ouais, c'est l'élément fondamental du calcul quantique, je le répète à chaque fois. C'est un peu comme le bit en informatique. Qubit, ouais, Q-B-I-T. Ouais. Là où un bit traditionnel depuis des années vaut 0 ou 1, le qubit il peut être les deux à la fois. Ne me demandez pas comment, c'est de la magie, c'est de la physique quantique. Je suis en train de lire un bouquin sur la physique quantique et je m'arrache les cheveux tous les soirs. Mais ça offre la voie à de la puissance de
calcul exponentielle par rapport à ce qu'on a maintenant. Le problème, c'est que ces qubits, et je l'ai déjà dit plein de fois aussi, ils sont extrêmement fragiles, ils sont sensibles à leur environnement, ils sont donc sujets à des erreurs, ils peuvent changer de valeur entre le moment où on écrit et le moment où on va les lire, et donc on lit des erreurs. Donc pour contourner ce problème, il y a plusieurs pistes qui sont explorées. Google, par exemple, on en a parlé il y a encore quelques mois, eux, ils misent sur des systèmes de correction d'erreurs avec des centaines de qubits, ils superposent des plaques de qubits, et ils font des espèces de calculs statistiques de moyenne de probabilité sur l'ensemble des qubits pour voir si leur qubit qu'ils observent est à la bonne valeur ou pas. IBM, lui, eux, ils cherchent à améliorer la stabilité des qubits en optimisant les matériaux qu'ils utilisent, en essayant de définir des nouveaux matériaux plus stables. Et Microsoft est donc parti sur une approche complètement différente, les qubits topologiques. Donc l'idée est inspirée d'un phénomène fascinant de la physique qui est associé à une particule appelée la Majorana. Alors c'est une particule qui a été découverte sur le plan théorique en 1937 par un physicien italien qui s'appelle Ettore Majorana. Et donc la particule porte son nom, mais on l'avait jamais vue, cette particule, on l'avait jamais fabriquée. Et c'est ça que Microsoft annonce avoir fait. C'est une particule qui a la propriété d'être tout à fait insensible aux perturbations extérieures. Et donc ça permet de rendre des qubits beaucoup plus stables, parce qu'une fois qu'ils prennent leur valeur, ils vont pas être influencés par la température ou des champs électromagnétiques extérieurs, et donc les qubits seront plus stables. Alors ils ont également donc déclaré avoir identifié un nouvel état de la matière qui joue un rôle crucial dans la réalisation de ces qubits topologique. Cet état est appelé, accrochez-vous, la phase topologique protégée, qui permet donc de stabiliser les particules de Majorana en leur offrant un environnement où elles pourraient émerger et puis être manipulées sans être perturbées. Alors, petit détail, cet état de la matière ne peut être atteint qu'à des températures extrêmement basses, soit proche du zéro absolu, qui est de... Non, je ne le savais pas non plus, je ne vais pas vous faire le test, c'est 0 degré Kelvin, ce qui équivaut à moins 273 degrés Celsius. Évidemment, il faut des technologies de refroidissement super avancées pour arriver à refroidir tout ce truc-là à moins 270 degrés. Donc ils ont fabriqué un matériau qui utilise des nanofils, donc des tout petits fils de supraconducteurs à base d'un matériau qui s'appelle de l'arséniure d'indium et de l'aluminium. Donc une avancée importante selon eux, mais qui reste à confirmer parce que d'un côté il y a cet article dans Nature qui est très prudent, très scientifique, et puis il y a le côté commercial, l'article commercial de Microsoft qui lui est beaucoup plus euphorique, où ils expliquent qu'ils ont modifié l'état énergétique des nanophiles, mesuré leurs propriétés, mais les scientifiques de leur côté n'ont jamais affirmé qu'ils ont bel et bien identifié un qubit topologique fonctionnel. Donc la percée est réelle, mais c'est peut-être pas encore la révolution qu'on voudrait nous vendre. Dans une interview que j'ai lue dans le journal Le Monde, il y a un chercheur du CNRS, David Carpentier, qui résume un peu la situation de façon un peu tranchante. Il dit il y a la différence entre le côté vendeur et le côté expérimental. Le vendeur affirme quelque chose, les scientifiques affirment quelque chose d'autre. C'est une manière un peu polie peut-être de dire que Microsoft a mis la charrue avant les bœufs là. Alors est-ce qu'il faut y croire? Moi je suis incapable de trancher évidemment. J'ai été jeter un coup d'œil à l'article de Nature. Inutile de dire que je ne comprends pas grand-chose. Mais Microsoft est persuadé que son approche va aboutir à un ordinateur quantique dans quelques années seulement. Donc voilà, affaire à suivre, comme on dit dans les technos. Oui, mais à un moment donné, on va lâcher l'affaire, hein, parce qu'on comprend plus rien. Faut être, voilà. Mais regardez, moi, mes limites, c'était les 4 états de la matière. Quand on tape état de la matière dans Google, t'as le premier, c'est les 5 états de la matière, le premier titre. Deuxième, les 7 états de la matière, tous les états de la matière, le 12 états, enfin, voilà, c'est parti dans tous les sens. Effectivement, les plus connus, état solide, liquide, gazeux, état plasma, ces différents états sont dépendants de la chaleur et de la pression. Et puis, il y a des états plus exotiques, entre guillemets, et qui sont aussi fonction de la matière, du matériau originel qui est sous pression ou sous température. Et donc, c'est ça qui permet, par exemple, le supraconducteur, par exemple, des choses comme ça. C'est des états un peu particuliers, un peu exotiques. Mais sinon... Merci d'avoir suivi. J'avais suivi cette news-là un peu de loin, cette semaine aussi.
Ça m'a fait penser à quelque chose, et ça va faire rigoler l'autre Sébastien. C'est que ces derniers temps, j'ai vu pas mal d'articles qui se disent sérieux, disant que les tachyons existent. Ces particules hypothétiques qui vont plus vite que la lumière. Oui, c'est ça. Et dont on a déjà parlé ici. Ça me fait un petit peu penser à ça, quoi. Et voilà. Oui, mais enfin, quand on sait qu'une personne sur 6 ou sur 8, je ne sais plus, pense que la Terre est plate, tout est possible, partant de là. Voilà. Donc, dites, c'est le moment. On est à peu près au milieu de l'épisode, et c'est le moment où moi j'ouvre le bloc-notes, puisque j'ai noté 2-3 petites choses cette semaine. Et donc ça se reprend sous forme de bloc-notes, mes petites news à moi. Si vous voulez les liens vers ces petites brèves, ces petites infos que je vous ai épinglées, je vous conseille de vous abonner à notre infolettre, parce que tout en bas de l'infolettre hebdomadaire, que vous recevez le vendredi, je vous rajoute ces liens-là aussi, puisque tous les autres sont là également, mais on aura l'occasion d'en reparler. De quoi je voulais vous parler, je ne sais plus, j'ai perdu ma conduite, elle est là. Eutelsat a réalisé une première mondiale en établissant une connexion 5G directe entre un satellite et un smartphone sans antenne terrestre. Et je précise que le smartphone était sur Terre, il n'était pas dans l'espace, et que le satellite était dans l'espace, et pas dans le laboratoire. Cette technologie, appelée 5G NTN pour Non-Terrestrial Network, permettrait aux smartphones actuels de capter un signal spatial, éliminant donc les zones blanches. Le test s'inscrit dans le cadre du projet européen IRIS-2, visant à déployer 288 satellites d'ici 4 à 5 ans pour une couverture mondiale rapide et accessible. L'objectif est de combiner donc les réseaux terrestres et spatiaux pour une transition fluide entre antennes et satellites, particulièrement bénéfique donc pour ces fameuses zones blanches, ces zones reculées. L'Europe cherche à concurrencer des acteurs majeurs comme Starlink, bien sûr, mais aussi Amazon. Alors, j'ai tendance à le dire à la belge, c'est Amazon Kuiper ou Kuiper? Non, en Belgique, on dirait Kuiper. Kuiper, oui, c'est ça. Ouais, je sais pas comment on dit en anglais, mais... en tout cas, on va dire Kuiper. Le chinois SpaceSail également est dans la bagarre avec une technologie donc indépendante et compétitive, paraît-il. Les satellites OneWeb utilisés par Eutelsat fonctionnent avec les bandes KU et KA, ça parlera certainement aux plus connaisseurs, et reposent sur la norme 5G Release 17, donc compatible avec donc les appareils modernes de tout un chacun, voilà, qui est intéressant. Enfin, une initiative européenne qu'on va suivre de près, parce qu'elle nous concerne au premier chef, évidemment. NeoGamma est un robot humanoïde bipède qui peut effectuer diverses tâches ménagères grâce à une intelligence artificielle avancée et un modèle de langage naturel. Sur demande, il est capable de passer l'aspirateur, laver les vitres ou porter les courses, par exemple. Ce prototype est testé dans des domiciles actuellement pour apprendre à naviguer dans des environnements réels avec une conception adaptée à l'intégration dans les foyers, éviter la table basse, etc. Évidemment, pas casser les verres dans la cuisine et des choses comme ça. Bien qu'il ne soit pas encore prêt pour le grand public, son lancement semble imminent, selon les déclarations de l'entreprise norvégienne. Ah bah oui, pour une fois, c'est pas un truc chinois. Norvégienne donc, One X Technologies. Vous pouvez voir tout ça sur leur site 1x.tech. Facile à retenir, c'est One X Technologies, et c'est norvégien, si je voulais. D'ailleurs, ils ont tricoté un petit gilet pour le robot. C'est très rigolo, c'est charmant. Une éruption solaire intense a causé un blackout radio temporaire dans certaines régions du Pacifique le 24 février de cette année, donc il y a 2 jours à peine, par rapport à notre enregistrement évidemment. L'éruption de classe X 2.0, je ne sais pas ce que ça veut dire, provient d'une tache solaire nommée AR 4001. Comme ça, si vous la cherchez, vous la trouverez facilement. Bien que ces effets soient limités, les scientifiques surveillent l'activité solaire car de telles éruptions pourraient devenir plus fréquentes à l'approche du pic du cycle solaire attendu cette année 2025. Les tempêtes géomagnétiques causées par des éjections de masse coronale, ce qu'on appelle des CME, restent une menace majeure pour les infrastructures, nos téléphones, nos télévisions, nos radios, etc., etc. Microsoft a annulé l'allocation de 2 centres de données aux États-Unis, alimentant les craintes d'une bulle technologique dans le secteur de l'intelligence artificielle. Cette décision pourrait être liée à une offre excédentaire ou à une surcapacité des centres de données. Mais il n'en fallait pas moins pour que l'action de Microsoft recule de
1,03%, impactant également d'autres entreprises comme Dell ou encore Nvidia, quoique Nvidia, on vient d'en parler, c'est peut-être les problèmes de ces cartes RTX qui plombent l'action. Microsoft assure pourtant qu'il n'y a aucun changement dans son plan d'investissement de 80 milliards de dollars. C'est quand même le PIB de la Lituanie. 80 milliards de dollars donc en infrastructure d'intelligence artificielle pour l'année fiscale en cours. Ils n'ont pas fini, derrière ils vont encore faire des choses. Je ne sais pas si l'un d'entre vous avait un truc à rajouter par rapport à ce bloc-notes, sinon on peut passer à la suite. Que dites-vous? Ah non, je passe. C'est tout? Bon, ok. Non, ok. Et Sébastien non plus? Ok, je n'avais pas prévenu. Non, parce que sinon on va partir dans des considérations politiques, mais j'aime bien la partie OneWeb et les satellites anglais. C'est très intéressant. Pas mal, hein, et avec beaucoup moins de satellites, parce qu'on parle de 288 satellites, alors que par exemple les Chinois parlent de plusieurs milliers de satellites. Starlink, c'est déjà 2000 satellites, je pense, en orbite, donc c'est économe également en satellites. Mais on aura certainement l'occasion d'en reparler peut-être plus longuement dans un épisode à venir. On passe à la suite. « 15 minutes. De quoi s'agit-il ? 15 minutes pour le support chez HP. Bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné, mais de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de 15 minutes ? Qui nous l'explique ? C'est David, je pense, ou je dis une bêtise ? Non ? C'est moi. C'est toi. Ok. Bon, alors on t'écoute. HP, c'est Hewlett-Packard, et donc ils ont eu la super idée d'annoncer qu'à partir... Il est marqué les technos sur ce podcast, je pense que tout le monde le sait. Hein, c'est... IBM, c'est ça pourrait être haut-parleur. Oh oui, enfin non, pas dans ce cadre-ci. Allez, soyons sérieux, avançons. Bon, ils ont annoncé je pense que c'est il y a 5-6 jours, qui instauraient une attente de 15 minutes d'office sur tous les appels support. Ça veut dire qu'en téléphone, on a une petite musique, on est mis en attente, sauf que là, même s'il y a personne qui est en attente, on attend 15 minutes d'office. Et ils ont dit que c'était pour que les gens apprennent à utiliser le web et d'autres méthodes que de téléphoner. Et donc, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Ils se sont fait fusiller, ils se sont fait détruire par le feedback. Et donc, ils sont revenus en arrière. Je pense que c'était hier. Ils ont dit, finalement, c'était pas une super idée. On va pas vous faire attendre 15 minutes, mais maintenant, qui est-ce qu'il prouve ? Oui, c'est ça, on ne sait pas. Si ça se trouve, que maintenant, si on attend 15 minutes, ça va être suspect, c'est ça que tu veux dire. Voilà, maintenant, si on attend au moins 15 minutes, ça va être suspect. Si on attend moins de 15 minutes, ça va. Ouais, moi, je trouvais que c'était une bonne nouvelle quand ils ont annoncé 15 minutes. Il n'y a plus que 15 minutes d'attente pour pouvoir accéder à quelqu'un. Ah non, c'est 15 minutes avant que ça commence à monter. Oui, c'est ça. Après 15 minutes, on te dit, vous êtes 28e dans la file. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de dégoûter les clients avant qu'ils puissent parler à quelqu'un pour qu'il y ait moins d'appels au support. C'est vraiment ça. Ça, c'est du service. À mon avis, c'est pour éliminer du support client. Oui. C'est pour que les... démerdez-vous sur le web et ne nous téléphonez pas. Surtout téléphonez pas. Oui, c'est ça. C'est comme dans certaines villes où on te facilite pas la vie pour te garer ou pour circuler. Tu vois, c'est juste pour te dégoûter de prendre ta voiture. C'est à mon avis, c'est un écologiste qui a imaginé cette histoire de 15 minutes chez HP. Je trouve ça un petit peu traître, surtout qu'aujourd'hui, avec tous les systèmes d'intelligence artificielle qu'on a, les systèmes de réservation et les systèmes de chatbot, ils auraient pu annoncer, maintenant, vous n'aurez plus à attendre, vous aurez directement une IA soyons sérieux, au bout du fil. Soyons sérieux 10 secondes. Moi, je veux bien comprendre que oui, souvent d'ailleurs, les services de support, quand ils sont publics comme ça, les gens posent tout et n'importe quoi comme question, alors qu'il suffit, avec une simple petite recherche ou simplement en regardant la notice de son appareil, on a la réponse. Mais les gens préfèrent parler à quelqu'un pour... je pense que c'est plus facile. Donc peut-être qu'il faut mettre certains filtres pour, avant de pouvoir arriver à toucher un service de ce type-là, mais c'est pas la bonne... Enfin, c'est une méthode quand même un petit peu... ça donne pas une bonne image de la maison, quoi. Enfin, À mon avis, les gens qui sont difficiles et les petits vieux qui ont tout leur temps, ils s'en foutent d'attendre 15 minutes de plus. Ils téléphoneront d'office.
Ouais, enfin, tu discrimines les petits vieux qui sont peut-être, qui ont, eux, ont le temps de lire la notice et n'ont peut-être pas nécessairement le besoin de téléphoner au service de support. Je pense plutôt aux gens qui sont pressés. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir quelle partie d'HP, parce que HP, c'est une énorme société. Et oui, il y a le volet serveur qui est en compétition avec IBM, Cisco, Dell et les autres. Il y a le volet particulier, petit business, etc., les imprimantes, il y a tout le volet médical, de matériel médical, etc. Ouais. Alors là, 15 minutes quand tu es en salle d'homme, oui, c'est vrai que si c'est au niveau pro, c'est un petit peu traître. Exactement. Ouais, non, je pense qu'il se le permettrait pas. Je pense que c'est pour la partie consumer. Ouais. Mais voilà, enfin, je trouve que la méthode est pas. Je peux la comprendre. Enfin, je peux comprendre qu'il faille agir, mais de cette manière-là, c'est peut-être pas la manière la plus maligne, quoi. Soyons clairs. Bref, voilà, ça valait pas d'être mentionné. En tout cas, si quelqu'un parmi nos auditeurs avait l'intention de téléphoner à HP pour essayer de régler un souci quelconque, prenez votre mal en patience. D'ailleurs, pour n'importe quel service de support, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Que voulez-vous? C'est comme ça, c'est notre époque. Hein. Amazon utilise la logique et les méthodes de la Grèce antique pour lutter contre les hallucinations. Sébastien, c'est de quoi parle-t-on? Parce que là, c'est quand même vague. D'abord, je m'excuse pour la faute d'orthographe, hallucination. Il y a 2 L à hallucination. Ne laissez pas un commentaire sur les plateformes de podcast. Écrivez-moi directement si vous voulez vous plaindre. C'est moi le responsable. Je le vois quand c'est à l'écran, là maintenant. Alors oui, Amazon Web Services, la branche cloud d'Amazon a annoncé récemment utiliser des méthodes logiques qui remontent à la Grèce antique pour combattre les hallucinations des large language models. En gros, ils introduisent du raisonnement automatique, pour traduire le terme anglais, automated reasoning, pour contrôler les outputs, ce qui est généré par des large language models, pour vérifier que leurs réponses sont correctes. Alors ça sert à quoi? Ça sert dans certains domaines, par exemple des domaines très régulés, la finance, les assurances, les domaines médicaux, etc., où on peut pas se permettre des mauvaises répondre. Avant, ça prenait une armée de data scientists et d'ingénieurs pour déployer ces outils de raisonnement automatique. Et là, maintenant, ils disent que pour les clients qui souhaitent utiliser ça, il suffit de quelques minutes pour pouvoir démarrer avec un cas de raisonnement automatique. Pourquoi est-ce que les entreprises se tournent vers ce genre de solution? C'est parce que de plus en plus d'entreprises mettent des large language models et l'IA générative devant leurs clients, et si l'IA générative se trompe, ça peut faire des résultats catastrophiques. Je crois qu'on avait parlé dans les technos il y a quelque temps de Air Canada qui avait fait un chatbot qui donnait des fausses informations. Les clients se sont plaints et ils ont dû vendre des tickets au prix annoncé par le chatbot, qui était bien en dessous du prix réel des tickets, et ça a posé des tas de problèmes, des problèmes de confiance et de communication, plus que le problème financier. Alors, à la racine de tout ça, il y a la logique symbolique, qui est une branche de la logique qui utilise des symboles pour résoudre des équations mathématiques. Ça a commencé, c'est le titre, avec Platon et Socrate, donc les anciens Grecs, qui ont mis en base les bases de la logique symbolique. Mais c'est surtout au 19e siècle que ça s'est développé, avec un mathématicien anglais qui s'appelle George Boole, et tous les développeurs qui nous écoutent connaissent les booléens, ce type de données dans des programmes qui peut tenir du vrai et du faux. Et George Boole a développé toute une arithmétique basée juste sur des et des ou et des non. C'est ça d'ailleurs qui est à la base aussi des calculs dans les CPU. C'est comme ça qu'on sait faire des additions, des multiplications, des soustractions. C'est de la logique. Après n'importe quel chiffre et n'importe quelle valeur. Donc quand on utilise des raisonnements mathématiques, on peut prouver des choses. Vous avez peut-être étudié à l'école le théorème de Pythagore, par exemple, qui dit que
non, je vais pas vous prendre en traite comme ça. Le théorème de Pythagore, il dit que dans un triangle rectangle, le carré des deux côtés est égal, le carré de l'hypoténuse, pardon, est égal à la somme du carré des deux autres côtés, ce qui est bien pratique quand on veut faire une charpente, quand on doit calculer la longueur de ces trucs, ou même une maquette, par exemple. Eh bien, donc, l'idée, c'est vraiment d'appliquer ça. Comment ça marche? Si vous avez beaucoup de textes de cadre, du cadre formel dans votre métier, vous uploadez tous vos documents de régulation, par exemple toutes les règles d'une compagnie d'assurance, les règles d'un marché financier, des documents médicaux par exemple. Et puis quand le Large Language Model va générer une réponse par rapport à la question du client, eh bien un autre modèle va vérifier que cette réponse est conforme aux règles qui auront été rentrées. Donc on va utiliser des Large Language Models pour analyser les documents que vous donnez, pour créer un cadre normatif structuré, formellement défini au niveau mathématique, pour filtrer ensuite les réponses et s'assurer que les réponses répondent aux règles que vous avez fixées. Et donc, diminuer les hallucinations. Alors ils disent que ça marche bien quand il y a ce cadre normatif qui existe, ça marche beaucoup moins bien quand il y a des réponses ou des questions qui sont liées à des aspects subjectifs. Par exemple, si on utilise du GenAI pour créer des pubs, par exemple, créer des ambiances, créer des récits. Là, il y a un aspect subjectif, artistique, de ressenti qui peut pas être vérifié. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Donc, ça marche bien dans des cadres qu'on peut formaliser, qu'on peut définir. Et ça n'enlève pas les hallucinations, mais au moins, ça permet de les détecter et demander au modèle de se corriger par la suite. Alors, non seulement c'est de la recherche fondamentale, et il y a des papiers de recherche qui expliquent le système, mais ils l'ont fait en produit également, donc c'est disponible pour les clients d'AWS sous le nom de, je sais plus, Guardrails, Amazon Bedrock Guardrails. Voilà. Je pensais que c'était intéressant de voir que finalement les les bonnes vieilles méthodes mathématiques de l'Antiquité servent encore aujourd'hui à l'heure de l'IA générative et des cartes Nvidia quand on arrive à en avoir. Et quand on retourne aux fondamentaux, souvent, c'est le cas. Les vieux théorèmes, etc., même si on peut les réévaluer, les revisiter, entre guillemets, il y a, par exemple, tu parlais de Pythagore, il y a deux étudiantes, je pense que c'est aux États-Unis, de moins de 20 ans, je pense, qui ont remis en question la démonstration du théorème de Pythagore. Ils ont repris à la base, et ça peut révolutionner la manière dont on fait des démonstrations de ce type-là dans l'avenir. Comme quoi, de temps en temps, remettre les choses à plat, c'est pas inutile. Ma grand-mère disait que c'était dans les vieux théorèmes qu'on faisait les meilleures soupes, donc c'est peut-être lié à ça. Et à propos, il y a un autre théorème qui revient sur le devant de la scène pour le moment, c'est le théorème de Fermat. Vous en avez peut-être entendu parler à la radio cette semaine. On va essayer de creuser ça avec Aurélien et de vous faire un hors-série sur ces avancées et cette manière de calculer le théorème de Fermat. Waouh. Teasing. Ah, voilà. Oui, c'est ça. Il donne envie, celui-là. Et est-ce qu'il y aura des femmes? Pour agrémenter et des fleurs, et des plantes, et des... Tu vois, il faudrait un peu, je sais pas, moi, trouver une autre manière d'expliquer les choses. De présenter les trucs. Oui, je trouve qu'il faudrait y mettre un peu plus d'imagination, voilà. Mais voilà, mais si les explications sont là et qu'elles sont bien là, tant mieux. Est-ce que David voulait rajouter un truc là-dessus ou pas? On peut passer sinon à la suite. Non, tu disais qu'il fallait remettre les choses à plat tant que c'est pas la Terre. Oui, on y revient évidemment. Dites, Monsieur David, est-ce que Seagate ne se foutrait pas un petit peu de la tête du monde? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit la news dont tu vas nous parler. Oui, donc il y a pas mal de disques durs qui ont été découverts sur le marché, et on parle de disques durs Seagate d'entreprise, donc des Exos et des Iron Wolf Pro. Qui sont des disques durs pas bon marché, qui apparemment sont des disques durs reconditionnés. Alors, comment est-ce que ça c'est possible? Les disques durs ont un système smart qui donne des informations
le nombre de fois qu'ils ont été allumés, le nombre d'heures qu'ils ont été allumés, etc. Sauf que apparemment, il y a moyen de remettre ces compteurs-là à zéro, mais il y a d'autres compteurs qui sont plus cachés, qui s'appellent FARM, qui permet de savoir réellement comment ça a été utilisé, ce qui a permis à pas mal de personnes de se rendre compte que les disques durs qu'ils ont achetés avaient en fait déjà 10 à 15 000 heures au compteur quand ils les ont achetés. Alors, Seagate s'est un petit peu défendu en disant oui, mais bon, vous devez acheter uniquement chez des revendeurs certifiés par nous, ce qui n'est pas toujours évident parce que bon, les fournisseurs de matériel, même en entreprise, ce n'est pas toujours facile d'avoir un revendeur qui soit certifié par Seagate parce qu'ils ont seulement un certain nombre de partenaires particuliers. Alors apparemment, d'où est-ce que ça vient tout ça? Ça viendrait de minage de crypto-monnaie, crypto-monnaie Chia, celle qui est basée sur le stockage plutôt que sur le... Je pense qu'on en avait parlé il y a déjà 2 ou 3 ans sur les technos, qui avait d'ailleurs créé une pénurie de disques durs à l'époque. Il y avait plus de disques durs disponibles nulle part parce que, bon, soi-disant, ça ne prenait pas d'énergie, mais bon, les gens ont acheté en masse des disques durs et ces disques durs, après 10-15 000 heures, des disques durs entreprises et en plus les tailles des disques durs n'ont pas énormément évolué sur les dernières années. Voilà, ça se retrouve sur le marché, recyclé. On ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi. Et Nvidia. On parle de scandale, désolé. Seagate. Seagate, ouais. Seagate, mis à part dire, vous aviez qu'à acheter chez des partenaires officiels. Dire, bon, on va faire une enquête, mais on n'en sait pas plus. Oui, parce que le partenaire officiel, lui, il sait comment effacer cette mémoire de merde. Donc, non, je rigole, mais c'est vrai que, on le disait par rapport aux cartes graphiques, hein, il y a un réseau de fausses occasions, entre guillemets, enfin de faux neufs, qui sont en fait des occasions, qui circulent, et donc il faut à un moment donné faire un petit peu attention à ce qu'on achète et où on l'achète. Ça me paraît être du bon sens. Alors après, si des revendeurs qui ne sont pas nécessairement officiels revendeurs officiels Seagate, mais sont quand même des revendeurs qui ont pignon sur rue, allons nous dire, qui diffusent ce type de disques, il faudrait voir où ils se fournissent eux-mêmes pour remonter un peu vers les mineurs qui ça ne serait pas la première. Ouais. Ce serait pas la première fois qu'on voit quand même des fournisseurs où la cargaison s'est fait habilement détournée au passage. Ouais. Donc, ce n'est pas spécialement la faute du fournisseur qui s'est fourni à un mauvais endroit. Il s'est peut-être fourni chez un fournisseur qui lui-même a été trompé. Donc, oui, c'est ça. C'est pas toujours évident. Oui, non, c'est des réseaux mafieux dans tous les domaines et dans la tech également, donc tout est effectivement possible. Voilà un sujet scandaleux qui nous amène à la fin de cet épisode 483. Les amis, il y aura un hors-série évidemment si vous nous écoutez un peu tardivement, peut-être qu'il est même déjà là, puisque le hors-série sort traditionnellement le dimanche en fin de journée, début de soirée, ça dépend un petit peu de l'emploi du temps des uns et des autres, mais en général on essaye de faire sortir ce hors-série qui est, vous l'avez compris, un sujet un peu plus costaud, hein, un peu plus fouillé également, un peu plus creusé, c'est le mot, et donc on vous le propose sur le même flux, sur le même podcast que les technos, sur la même chaîne YouTube que les technos, et donc vous pouvez en profiter là quand vous le voulez. C'est un peu plus intemporel aussi souvent, donc vous n'êtes pas obligé de tout consommer tout de suite. Bande de canailloux, vous pouvez attendre un petit peu et garder ça sous le coude pour quand vous partez en vacances par exemple, pour emporter un peu de nous avec vous par exemple. Merci à tous les deux, Sébastien, merci David, on se retrouve évidemment très bientôt pour de nouvelles aventures. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien? Non, juste au revoir, c'est ça? Bye bye, dire au revoir. Bye bye, dire au revoir. À très bientôt, passez une bonne semaine, au revoir.